Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit peu de saison on va dire, puisque ce mois-ci c'est septembre, c'est la rentrée, vous le savez tous. Et donc on va parler de ça aujourd'hui, mais plus particulièrement de la rentrée en fac de japonais. Donc peut-être que vous le savez, peut-être que vous le savez pas, mais j'ai donc fait une licence en langue étrangère appliquée anglais-japonais. Maintenant je suis en master de japonais. J'ai fait cette année ma 5e rentrée en fac de japonais. Du coup ça commence à me connaître en fait. Et chaque année il y a beaucoup d'entre vous qui me posent des questions sur les études de japonais. Comment ça se passe pour la rentrée, qu'est-ce qu'il faut prévoir au niveau des cours, etc. L'organisation, comment ça se passe, tout ça. Donc je voulais vous faire une petite vidéo en fait pour aider ceux qui vont rentrer en fac de japonais, ou peut-être qui sont déjà rentrés ou qui prévoient de rentrer en fac de japonais peut-être l'année prochaine ou dans les années qui suivent. Du coup voilà, je voulais un petit peu répondre à vos questions là-dessus et j'espère que ça pourra vous aider. Donc c'est une vidéo que j'avais prévu de faire depuis assez longtemps, du coup je sais déjà à peu près ce que je vais vous dire, mais cette semaine il y a une abonnée qui est venue me poser quelques questions là-dessus. Du coup merci Émilie, je vais répondre à tes questions aussi dans cette vidéo pour un petit peu préciser mes propos et vraiment répondre aux questions que vous vous posez sur les études de japonais et la rentrée en fac de japonais. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Alors le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est vraiment important je trouve, c'est de vous avancer sur les cours. Mais attention, je vous dis pas ça comme dans n'importe quelle filière où on va vous dire de vous avancer, de prévoir, de vous organiser, etc. Non, je parle principalement des cours de caractères, donc les hiragana, les katakana et les kanji. Quand vous entrez en fac de japonais, selon votre établissement, on va commencer par vous apprendre les hiragana, puis les katakana et les kanji. C'est quelque chose qu'il faut prévoir assez à l'avance. Je vous conseille vraiment d'avoir appris les hiragana et katakana avant d'entrer en cours de japonais, parce que tout simplement c'est assez facile à apprendre, il n'y en a pas énormément, comme ça vous aurez un petit peu d'avance et ce sera plus facile pour vous organiser pour ensuite commencer à apprendre les kanji. Pour ceux qui ne savent pas encore, les hiragana et les katakana ce sont deux syllabaires, donc assez facile, il y en a à peu près une cinquantaine ou une quarantaine de chaque il me semble, si je me souviens bien. Et les kanji ce sont les caractères qui viennent du chinois et il y en a à peu près 2000 qui sont courants. Donc il y en a beaucoup à apprendre et c'est assez difficile parce que souvent le rythme dans les facs est assez intense on va dire, et du coup vous aurez beaucoup de kanji à apprendre à la fois au moment où vous commencerez à apprendre les kanji. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de vous avancer pour pouvoir commencer à apprendre les kanji et à prendre un petit peu d'avance sur les kanji pour que le rythme ne soit pas trop intense pour vous, parce que c'est assez compliqué après. J'en connais beaucoup qui ont abandonné dès qu'on a commencé les kanji en fait. Le truc qui est assez chiant en fait dans l'apprentissage des caractères, on va dire surtout des kanji, c'est qu'en fait il faut bien sûr apprendre la lecture, il faut apprendre le sens, mais il faut aussi apprendre l'écriture, et c'est quelque chose qui s'oublie assez vite et qu'il faut pratiquer énormément. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de prendre de l'avance en fait, parce que pour apprendre un kanji, pour apprendre à l'écrire, il va falloir que vous l'écriviez des centaines et des centaines de fois selon la difficulté du kanji, et du coup c'est pour ça que c'est assez bien de prendre de l'avance là-dessus. Bref, c'est mon premier conseil, voilà, de vous avancer sur les cours de caractère, pas tous les autres cours parce que bien entendu vous allez apprendre au fur et à mesure après avec les autres élèves et avec les professeurs, mais les cours de caractère c'est assez compliqué, c'est assez intense et c'est vraiment très important, donc je vous conseille vraiment de vous avancer là-dessus. Si vous voulez des conseils de ressources pour réviser, vous avancer dans vos cours, etc. n'hésitez pas, j'ai plusieurs vidéos à ce sujet, je vous les mettrai dans le petit i et en description. Alors, j'ai une deuxième petite remarque pour les gens qui ont déjà fait du japonais avant d'entrer en fac de japonais, donc par exemple au lycée, en cours particulier. Moi je sais par exemple que j'étais en LV de japonais au lycée, donc à la place de l'espagnol ou de l'italien qu'ont pu faire les autres élèves dans d'autres établissements. Moi j'avais fait du japonais, du coup j'avais déjà des bases en fait, et je suis allée voir les professeurs quand je suis arrivée à la fac de japonais et on m'a fait passer une espèce de petit test à la fois écrit pour les kanji mais aussi oral, donc pour voilà le parler oral. Et du coup en fait on m'a dit que je pouvais aller au cours de 2e année ou de 3e année. Donc en fait ils comptaient pas mes absences pendant les cours de première année parce que tout simplement j'avais déjà ces bases là. Et du coup je pouvais aller aux cours qui étaient un peu plus avancés. Donc si vous avez déjà des bases de japonais, que vous avez fait LV3 ou LV2 ou avec le CNED ou avec n'importe quelle autre chose, vous pouvez aller voir vos professeurs je pense et aller leur demander si vous pouvez peut-être assister aux cours d'un niveau supérieur, parce que ce sera toujours plus utile pour vous que si vous retournez apprendre les bases, les hiragana et les katakana alors que vous l'avez déjà fait. Après bien entendu cela ne vous dispense pas des tests, donc vous devez vous rendre au test de votre niveau, mais justement si vous êtes un peu plus avancé ça ne devrait pas être trop compliqué pour vous. Ensuite ce qui est assez intéressant dans le passage entre le lycée à l'université, c'est quand même la présence d'étudiants internationaux. Donc dans votre cas, vu que vous êtes en fac de japonais, il y aura très certainement des étudiants japonais avec qui vous pourrez pratiquer la langue. Alors quand je suis arrivée en première année, moi je me souviens que j'avais rejoint à peu près tous les groupes Facebook qui existaient des étudiants de mon université, que ce soit les étudiants de mon cursus ou les étudiants de l'université d'une manière globale.
et j'avais trouvé là-dessus des étudiants japonais qui venaient d'arriver à l'université en échange et qui cherchaient des gens pour aider à pratiquer leur japonais tout en les aidant à pratiquer le français. Donc en général sur Facebook ces posts là ont pas mal de succès parce que évidemment il y a énormément de français qui sont dans ces cursus là et donc qui veulent pratiquer la langue avec un natif. Mais bon, personnellement j'ai envoyé un message, on s'est vu plusieurs fois pour manger le midi etc. et c'était super sympa. La personne m'a aidé à réviser mon japonais, je l'ai aidé à réviser son français et c'est un truc qui est vraiment bien dans les universités parce qu'en général il y a énormément d'étudiants internationaux que vous pouvez aider et qui peuvent vous aider et c'est vraiment super. Après selon les universités au sein même des facs en fait il y a même des programmes qui font ça. Je sais que par exemple dans mon université il y a un programme qui s'appelle Tandem et il y a énormément de candidatures chaque année. Du coup j'ai jamais réussi à le rejoindre mais en gros ils mettent en contact un étudiant français qui apprend une langue, un étudiant international qui parle cette langue et ensuite les deux doivent se retrouver pour certains rendez-vous etc. Faire des rapports là-dessus parce que voilà c'est quand même un programme de l'université. Et du coup voilà c'est assez sympa donc n'hésitez pas à essayer de participer à ce genre de programme parce que c'est quand même super. Même si je pourrais pas trop vous dire puisque je n'ai jamais pu y prendre part. Après si vous êtes en résidence étudiante et que vous êtes dans une résidence où il y a pas mal d'étudiants étrangers, c'est peut-être une bonne occasion aussi de rencontrer des étudiants internationaux, peut-être pas forcément japonais, peut-être japonais aussi, je ne sais pas, dans les cuisines, dans les salles communes, etc. Tout ça, je connais énormément de gens qui se sont fait des amis japonais grâce à ça, grâce à leur résidence étudiante en fait. Donc ne soyez pas timide, sortez de votre chambre et allez un petit peu parler avec les étudiants autour de vous, ça peut être super intéressant. Ensuite, je sais que personnellement, quand je suis rentrée en fac de japonais, ma principale préoccupation, même si je ne devrais pas l'admettre, c'était la perspective de faire un échange au Japon. Donc quand je suis arrivée en première année je ne pensais presque qu'à ça, j'avoue c'est pas super surtout quand je suis censée réviser mes autres cours en plus du japonais etc. Mais en gros voilà j'étais vraiment focalisée là-dessus parce que je voulais vraiment partir au Japon. Et en fait il s'avère que dans mon université en tout cas on ne pouvait pas postuler pour partir en échange au Japon avant la deuxième année parce que tous les échanges hors Europe se faisaient obligatoirement au minimum lors de la troisième année. Mais les années qui précèdent le moment où vous allez donner votre candidature pour partir en échange au Japon, je sais que dans ma fac par exemple c'était une sélection assez difficile parce que beaucoup de gens voulaient partir et peu de gens pouvaient, en fait il n'y avait pas énormément de place. Du coup j'ai profité de mon année de première année et mon année de deuxième année pour pouvoir travailler énormément mon japonais et vraiment on va dire me faire bien voir des profs pour me faire choisir pour pouvoir partir au Japon. Je sais c'est pas top dit comme ça mais en gros voilà je voulais vraiment être l'élève sérieuse pour avoir toutes mes chances de partir au Japon en troisième année. Du coup ça a fonctionné, ça s'est fait donc je vous conseille vraiment d'être super sérieux si vous voulez partir en échange, surtout si votre fac n'a pas énormément de place pour partir au Japon. Essayez vraiment de mettre toutes les chances de votre côté en étant sérieux dès le début, dès septembre de la première année. Voilà c'est vraiment le meilleur moyen d'être choisi pour pouvoir partir au Japon et réaliser votre rêve si c'est le vôtre. Si vous êtes en langue étrangère appliquée, vous risquez un petit peu de vous noyer entre le japonais et les autres matières. Je vous conseille vraiment de vous organiser parce que c'est assez difficile de diviser son temps de travail par exemple entre les domaines d'application, avec l'anglais, avec le japonais. Personnellement j'avais de la chance parce que j'avais déjà des facilités avec le japonais et l'anglais. Je pense que je m'en serais jamais sortie sinon parce que je suis pas quelqu'un de spécialement organisé. Mais je vous conseille vraiment de vous faire des planeurs, de vraiment tout planifier, vos moments de révision, vos devoirs etc. parce qu'il y a énormément de matière et c'est très facile de se retrouver un petit peu emmêlé dans tout ça. Donc comme je vous l'ai dit, une abonnée, Émilie, m'a posé quelques questions sur Twitter et du coup je voulais aussi répondre à ces questions parce que je pense que ça peut aussi vous servir. Alors la première question c'est comment se passent les cours et je pense que ça dépendra vraiment de votre fac. Mais en gros dans ma fac on n'a pas de cours de juste japonais. On aura cours de compréhension orale, cours d'exercice d'application, tout ça, ça c'était les kanji. Et en fait ça va un petit peu se diviser selon disons les méthodes d'apprentissage. Donc voilà, compréhension orale, compréhension écrite, écriture etc. Et du coup ça va se diviser comme ça et vous aurez selon la fac des professeurs différents pour chaque cours. Alors par exemple en cours d'expression orale on va vous faire parler bien entendu souvent en petit groupe quand vous êtes en L1 donc au tout début quand il y a beaucoup de monde en cours. Ensuite en expression écrite on va d'abord vous faire travailler les hiragana puis les katakana et enfin les kanji. Je dis enfin les kanji mais en fait il y en a 2000 donc ça va vous prendre des années. Mais bon, gardez la confiance, restez motivés et ça ira. Alors ensuite on m'a demandé quels sont les débouchés mais ce sera très différent selon si vous êtes en langue étrangère appliquée ou en langue littérature et culture étrangère. Alors personnellement j'étais en langue étrangère appliquée, ce qui signifie que j'avais non seulement des cours de japonais mais aussi d'anglais et aussi de droit, de marketing, d'économie etc. En fait c'est ce qu'on appelle les domaines d'application et c'est des matières extrêmement variées. Donc je connais plusieurs personnes qui sont sorties de la LEA et qui ont pu ensuite travailler dans des entreprises, certaines au Japon, certaines à l'étranger dans d'autres
votre pays parce que ça laisse quand même pas mal de débouchés, même si c'est mieux de se spécialiser dans un master après. En LEA, il y a aussi des stages obligatoires. Je crois qu'il n'y a pas de stage obligatoire en LLCE. N'hésitez pas à me le signaler en commentaire si je me trompe. Ensuite, la LLCE est un cursus qui se focalise principalement sur le japonais, le Japon, sa culture, sa littérature, etc. comme l'indique son nom. Donc en général, les débouchés de LLCE, ça va être professeur de japonais par exemple, ça va être la recherche universitaire si vous souhaitez continuer un master puis un doctorat, ou même traducteur. Donc voilà, ce sont tout ce genre de professions qui se focalisent principalement sur le japonais, le Japon et sa culture. Ensuite, une autre question qu'on m'a posée, c'est de savoir s'il est obligatoire de passer le JLPT, donc le test officiel de japonais au cours de son cursus. Alors ça dépend peut-être des écoles, mais personnellement dans ma fac, non, pas du tout, ce n'était pas du tout obligatoire, mais c'était fortement encouragé. En fait, surtout si vous voulez faire un échange au Japon, puisqu'il y a beaucoup de facs qui demandent le JLPT en fait, c'est quand même vraiment pas mal de le passer et vous aurez sûrement des profs qui vont vous encourager énormément à le passer. Après, si vous en avez la possibilité, je vous conseille vraiment de le passer parce que c'est quand même un test qui est super utile vu que c'est vu comme le test le plus officiel de japonais en fait. Ça va vous servir si vous souhaitez continuer vos études de japonais par exemple en master, ça peut toujours être un plus sur votre candidature de master. Ça va aussi vous servir si vous voulez aller travailler au Japon puisqu'il y a énormément d'entreprises qui le demandent aux étrangers qui souhaitent postuler chez eux. Donc voilà, ça peut vraiment toujours servir. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider, qu'elle aura pu vous éclairer sur certains points si vous vous posiez des questions sur les études de japonais. Si vous êtes en fac de japonais, si vous allez entrer en fac de japonais ou même dans plusieurs années, si vous prévoyez d'entrer en fac de japonais, j'espère que j'ai pu répondre à certaines de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poster en commentaire, en message privé sur mes réseaux sociaux ou même par mail. Je réponds à tout. Si je vois les commentaires, il peut arriver que je ne les vois pas, mais en général je les vois, donc n'hésitez pas à me relancer si jamais je ne réponds pas. Donc voilà, je vous souhaite une bonne rentrée et surtout en commentaire n'hésitez pas à me dire ce que vous faites cette année, si vous travaillez, si vous passez à la classe supérieure, que ce soit au collège ou au lycée, ou si vous entrez à la fac, n'hésitez pas à me dire dans quel cursus. J'ai vraiment envie de vous connaître un petit peu mieux. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.